Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse l'actualité régionale, nationale et internationale avec vous. Et comme à chaque semaine, j'ai un panéliste de renom, oui, et de qualité. Monsieur Jules Simard est avec moi cette semaine. Bonjour, Monsieur Simard. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ah, ça roule numéro 1. Ouais, tu t'as pas été pris dans la tempête du siècle, l'apocalypse au Saguenay. Avec En fait, oui, au Saguenay, oui, mais hier, j'étais à Saint-Félicien et en revenant dans la friche, fallait faire attention. La visibilité était pratiquement nulle et surtout, c'est pas à cette période-ci, hein, c'est la première neige, donc c'est aussi la première glace fine qui se fait sur la voie. Et fallait être poli. Mais ça en prenait, hein, parce que sans ça, on va possiblement avoir un Noël blanc. Bien, on se le souhaite. Et moi, deux choses à dire aux gens. Premièrement, fin novembre, c'est un peu tard pour mettre ses pneus d'hiver. Tu sais, je sais pas, moi, fin octobre, là, je suis capable de tolérer ça. Deuxièmement, l'hiver, il y a de la neige, il y a de la glace. Adaptons donc notre conduite. Eh oui. Eh oui. Bien, c'est ça. Si vous êtes trop pressé, bien, levez-vous plus tôt. Exact. En tout cas, moi, je pense à ça. Hey, on a plein de beaux sujets. Je vais te lancer avec un sujet dont tu voulais nous parler. Tu voulais nous parler du Fonds territorial des ressources Maria-Chapdelaine. Pour les gens qui n'ont aucune idée, c'est quoi? Peux-tu nous expliquer c'est quoi? C'est en 2013, la MRC a créé ce fonds-là qui est alimenté par des sources de revenus qui originent soit du fonds de la Péribonca. Oui. OK? Hydro-Québec verse encore une redevance à la MRC parce qu'on a construit le fameux barrage Chamanoine, là. Oui. Alors ça elle amène des fonds. C'est aussi en fonction des fonds qui sont récoltés maintenant par Val-Jalbert, parce qu'on sait qu'on est partenaire dans la société en commandite, pas en commandite, Société d'énergie Lac-Saint-Jean. Okay. Donc, ça amène des revenus à la MRC. De même qu'il va y avoir celui-là de la 11e chute aussi qui va entrer là-dedans dans ces fonds-là. Il y a aussi des fonds qui originent de certains types de redevances. Par exemple, comme les carrières, lorsque tu acceptes de faire une carrière sur ton territoire, donc il y a une redevance qui est versée à la MRC. Il y a des revenus qui originent de l'exploitation des baux de villégiature. Je dis l'exploitation des baux de villégiature. Du fait qu'on gère maintenant là, des baux de villégiature, il y a donc des revenus qui vont à la MRC avec ça. Ce ne sont pas les revenus de taxation, là, par exemple. C'est exactement ça. Ce sont en fait des profits de gestion, si je peux m'exprimer ainsi, des baux de villégiature. OK? Et il y a aussi, la semaine dernière, on va en placoter d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, du fonds du développement communautaire. Pour le développement communautaire, ça origine du fait que la MRC exploite 4 bleuetières sur son territoire et les profits engendrés par l'opération de ces bleuetières-là sont des fonds, constituent des fonds. Pour l'aéroport, si je ne me trompe pas. Non, ça, c'est un autre affaire. Ça, c'est un autre affaire. Je m'excuse. C'est une autre affaire. Je mélange les bleuets. Exact. Donc, ces fonds-là, et on appelle ça le Fonds de développement territorial de développement, ces fonds-là sont répartis dans 4 volets. Le volet développement communautaire, qu'on a parlé tout à l'heure, dont 30 000 ont été actuellement dégagés pour cette année-ci. Il y a le fonds des municipalités, c'est-à-dire qu'une municipalité qui a un projet ou un organisme qui œuvre à l'intérieur de la MRC et qui a un projet de développement. On va prendre la question comme héritage agricole. Oui. Dont on a parlé la semaine dernière. Dont on a parlé, effectivement. Donc, ça permet de faire en sorte que des fonds qui sont pour ces... qui originent du Fonds de développement des ressources sont consentis à ce volet-là. C'est des projets, donc, dans des municipalités
qui sont menées par des municipalités, mais dont la municipalité n'a pas à aller chercher de la taxation directe pour les réaliser. C'est-à-dire, ce n'est pas un projet de développement d'aqueduc et d'égouts, mais ça peut être un parc intergénérationnel, ce genre de choses-là qui peuvent être subventionnées. Ça représente cette année, juste pour cette année, 400 000 $ qui ont été distribués dans les 12 municipalités du secteur avec ce fonds-là. Oui, parce qu'on parle souvent de gros projets où on met des millions de dollars, mais des fois, il y a plein de petits projets où on n'a pas besoin de gros montants, mais il faut quand même aller les chercher. Exactement, parce que, et ça représente, c'est un levier. D'ailleurs, le préfet, dans le cadre d'une entrevue que j'ai réalisée avec lui, il a dit effectivement que c'est un outil qu'on se donne pour assurer notre développement et local et structurel pour toute la MRC. Il y a le fonds des infrastructures, qui, lui, de projets structurants qu'on appelle, pas nécessairement d'infrastructures, de projets structurants. Cette année, il y a 1 quelques mille dollars de revenus qui sont allés à cela, sauf qu'on s'en sert encore à cette année-ci pour payer les emprunts qu'on a faits pour pouvoir avoir droit au jour. Il y a une bonne partie, donc, de cet argent-là qui sert à servir. Mais ça achève parce que dès l'an prochain, le préfet dit qu'on veut recapitaliser, donc avec les revenus, mais là, pas pouvoir supporter les projets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de projets supportés. Il y a eu des projets qui sont supportés, mais à hauteur un peu plus élevée à partir de l'an prochain. Et il y a le fonds Impact qui, lui, constitue un fonds qui sert à l'entreprise privée ou au projet en économie sociale pour des entreprises. Ce sont des prêts, qui sont consentis à ce moment-là par ce fonds-là. Alors, c'est ça qui est le Fonds territorial des ressources et c'est donc tout près en fait, un peu plus de 2 millions de dollars cette année de revenus qui ont été dans ce fonds-là et qui sont répartis dans les différents volets. On les répartit sur des projets. Dans les différents volets là, que je viens de t'élaborer, c'est là qu'on les répartit. C'est quand même un levier important, intéressant pour le développement collectif et ça sert surtout à l'enrichissement, qu'on le veuille ou non, aussi collectif. Parce que les municipalités ne peuvent pas être entrepreneurs ou ne peuvent pas, de son propre chef, aller prendre les deniers de sa taxation pour pouvoir de supporter ça. Tu sais, on parlait tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais on a parlé à un moment donné au niveau de Péribonka, on se souvient que la municipalité ne peut pas investir dans la remise en état du dépanneur. Ça serait plaisant si elle pouvait le faire, si elle avait le pouvoir de pouvoir le faire, parce que ça assurerait un service de proximité en alimentation localement. Maintenant, on ne peut pas le faire. Donc, tu es obligé de te rapporter à l'autre chose. En ayant un programme de cette nature-là par une organisation qui est plus communautaire pour pouvoir amener ça, là, oui, tu peux, par ce fonds-là, obtenir des sous pour supporter tes opérations. Le démarrage, à tout le moins. Alors, ça ne veut pas dire que, fort probablement, il faut que tu investisses à toutes les années pour pouvoir être... Ça ne veut pas dire que le fonds ferait cela, mais à tout le moins, il peut être la bougie d'allumage pour ce genre de projet-là. Donc, c'est des projets qui contribuent, qu'on le veuille ou non, à l'enrichissement collectif. Et c'est dans ce sens-là que je trouve une initiative plus qu'intéressante. D'ailleurs, on est au Québec, fort probablement parmi les MRC, qui ont cette latitude-là de pouvoir le faire à cause qu'on a des sources de revenus
Ouais. qui ne sont pas des revenus de taxation, hein, je tiens à leur dire. Mais enfin, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui paye pour ça. C'est ça, c'est du usury, comme bon, ben, en fait, on paye un peu quand tu dis que c'est Hydro-Québec qui finance l'affaire, là, mais qui finance entre autres le projet de Péribonca, mais c'est des revenus qui originent de placements qui ont été faits dans des infrastructures locales et régionales. C'est génial, ça. Oui, c'est bien, c'est honnêtement. Puis 2 millions, tu comprends? 2 millions de dollars. À ça, tu rajoutes, tu sais qu'il existe un fonds qu'on appelle le fonds résolu, qui est au montant de 1 million de dollars, qui, lui, est consacré à un projet novateur dans le domaine du développement de la forêt ou des produits qui découlent du bois. Okay. Si toi, tu as une idée quelconque, là, et puis que tu as besoin de financement, ben c'est un des fonds qui est disponible. Donc ça fait 1 million. Et il y a le fameux fonds de la ruralité qui origine du gouvernement du Québec, qui est aussi présent dans la MRC. Au total, là, ça peut représenter un peu plus, donc, de 3 millions de dollars qui peuvent annuellement être réinvestis dans des projets localement et sur le territoire. Alors, je pense bien que ce n'est pas à négliger, oui. Ouais. C'est pas à négliger, puis on en a besoin. Ben oui, c'est clair, parce que, comme je disais tantôt, des fois, tu es un petit organisme, tu n'as pas besoin de 100 000 tu as besoin de 5 10 000 puis des fois, ça peut vraiment aider et permettre de créer des projets. Exact. Hier, il y a eu, à la MRC, encore, Maria Chapdelaine, on a parlé d'une nouvelle politique pour qu'il y ait plus de candidatures féminines en politique dans la MRC. C'est quoi au juste? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on avait quand même beaucoup de mairesses dans le oui, on avait 5. En 2013, tu avais 33 de la table du conseil qui étaient des femmes qui siégeaient. Et cette année, en 2013, il y en a seulement qu'une, Mme la maire d'Albanel, qui a été élue. Donc, ça fait 1 sur 12. C'est moins. Et là, on veut encourager les femmes à oui, c'est ça. C'est qu'en fait, au niveau de la MRC, on a créé un poste budgétaire dans le cadre de l'application de la politique familiale et des aînés, mais plus particulièrement la politique familiale qu'il y a sur le territoire. On a décidé de mettre de l'avant un 10 000 $ qui, lui, consisterait à aider les femmes qui sont élues à qui doivent défrayer des coûts pour aller siéger, entre autres de gardiennage, ou encore lorsque tu es proche aidante. Donc, tu as besoin effectivement d'avoir une gardienne pour pouvoir aller faire la réunion. C'est dans l'idée de conciliation travail-famille. Exactement. De supporter, donc, c'est certainement une mesure qui peut être un incitatif, effectivement, à se dire, bon, ben oui, je suis capable donc de me trouver du temps pour donner du temps et aller en élection, poser ma candidature et être élu. Et c'est évident que ce n'est pas pour se présenter, ce n'est pas pour l'étape de la candidature, non. Mais c'est lorsque tu es élu, ben, tu vas avoir droit à aller te chercher tu n'auras pas à être payé pour aller siéger. Ben, tu vas devoir payer, mais tu vas être compensé, tu vas être capable d'aller chercher une compensation. C'est une mesure, je pense, qui peut effectivement être un incitatif à des candidatures féminines pour les prochaines élections sur tout le territoire. Il ne faut pas oublier que sur le territoire, il y avait, je te donne ça de mémoire, là, mais il y avait 113 candidatures sur les 85 postes qu'il y a électifs dans la MRC. Il y avait donc 113 candidatures aux dernières élections et 29 étaient des femmes. Ils n'ont pas été élus parce qu'on se ramasse avec, sur les 85, si ma mémoire m'est fidèle, je pense que c'est 25 ou 26 qui sont élus, plus particulièrement
au niveau des postes. Mais moi, je pousserais plus loin cette idée-là, hein, parce qu'on aurait peut-être besoin de plus de jeunes en politique pour renouveler les gens qui font de la politique, en fait, le milieu politique. Fait que peut-être qu'on pourrait aider en payant les études ou je sais pas. Ça peut ouvrir la porte, effectivement, à un ensemble d'idées de cette nature-là pour être Parce que si on veut diversifier et amener les gens en politique, parce qu'on voit beaucoup, il y a beaucoup de gens retraités qui vont se lancer en politique parce que ça. Il y a un vide aussi. Il ne faut pas oublier que ce soit la vie, surtout au niveau de la vie politique municipale. Avant ça, tu élisais le maire ou tu élisais le conseiller une fois par mois ou 2 fois par mois. Tu avais une réunion dans laquelle tu conseillais. Aujourd'hui, beaucoup de redditions de comptes. Tu as beaucoup plus de rencontres qui sont faites. Tu as un ensemble de comités sur lesquels les conseillers et les conseillères et le maire et la mairesse sont obligés de se présenter. Donc, ça représente beaucoup de temps. Oui, tu bénéficies d'un petit salaire pour faire cela, mais tout le monde va vous dire que c'est à un moment donné, quand ça te prend 25 à 27 heures par semaine là, à aller travailler là-dessus, ça, c'est à part 40 heures que tu fais. Ouais. Ben là, tu es chez vous, tu entends. Ben oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est effectivement des façons de pouvoir contribuer à avoir quand même du monde. Et c'est pour ça qu'on se ramasse avec peut-être un peu plus de retraités ou de personnes sur le bord de la retraite qui se présentent et qui veulent être élus parce qu'ils bénéficient d'une certaine disponibilité. Et quand tu regardes les campagnes électorales et que tu vois les candidats qui se présentent, j'ai maintenant la disponibilité pour occuper la fonction. Ça devient même dans le discours de présentation, ça devient même quelque chose, un élément sur lequel les gens se présentent. Bien, on va rester dans l'élection, là, parce que dans moins d'un an, les conseils de ville vont on va avoir des nouveaux conseils, des nouveaux maires, ou peut-être pas, ça sera peut-être les mêmes, mais il y aura élection municipale dans moins d'un an. Déjà, M. Jean-Pierre Boivin a proclamé qu'il solliciterait un nouveau mandat comme préfet de la MRC Maria-Chapdelaine. Un, bien, qu'est-ce que tu penses de ça? Et deux, as-tu d'autres potins ou d'autres histoires des gens qui vont se représenter? Je parlais la semaine dernière avec M. Fortin de Normandin qui disait qu'en date d'aujourd'hui, il se représentait. Il y a plein de choses qui peuvent arriver en un an. Là, exact. Mais c'est quoi les tendances selon toi et qu'est-ce que tu penses de M. Boivin qui demande un nouveau mandat? Bien, j'ai été un peu surpris, je te l'avouerai, non pas parce que M. Boivin ne fait pas son travail ça serait dur de lui reprocher. Exact. Son état de santé, quand même, on le sait que lors de ce dernier mandat-là, à 2 reprises au moins, là, il a été obligé de ralentir en raison de son état de santé. Et je pensais que ça pourrait peut-être jouer dans sa décision. Je pense que ça l'a joué parce qu'il l'a dit carrément en entrant. Mon état de santé psychologique et physique me permet de faire en sorte que je me représente. Oui, ben, je pense que c'est de bonne guerre, OK? Ça va faire quoi il va se présenter pour un 3e mandat. Oui. C'est le premier préfet élu de la MRC, OK, aussi. Et la première fois, il y avait eu élection, il y avait eu 3 candidats qui s'étaient présentés. Il a passé la dernière élection en 2013. Il n'y a pas eu besoin, il n'y a pas eu de lutte. Oui, il était seul. Il était seul en lice. Et bon, là, cette fois-ci, on verra. Il vient à nos oreilles que peut-être, oui, il peut y avoir des candidatures, et peut-être même des candidatures féminines qui se présentent. Alors, il ne regrettera pas sa politique. Là. C'est intéressant parce que moi, en fait, j'aime beaucoup M. Boivin. Je trouve qu'il fait un super travail, mais c'est sain pour la démocratie qu'il y ait une vraie course. Oui, au moins, ça permet de confronter parce que, oui, on a des débats ou des visions puis des idées de développement de tout le territoire, là, et en particulier donc de la MRC. Et c'est peut-être bon qu'effectivement, on puisse avoir un choix
une à le vision faire, qui peut à des visions. Maintenant, il restera que je pense tout le monde, il semble y avoir un bon consensus sur le fait que le travail réalisé par M. Boivin jusqu'à maintenant, là, au cours des 2 premiers mandats, a été quand même intéressant. Pour lui, entre autres, le fait d'avoir pu faire aboutir le projet de la 11e chute, entre autres, parce que c'est comme je te disais tout à l'heure, ça représente des moyens financiers qui viennent pour aider au développement de tout le territoire. Ça, pour lui, ça a été fort probablement un des bons dossiers. Là, actuellement, il est quand même aux prises avec, qu'on le veuille ou non, toute la question du dossier du bois d'œuvre. Ça, il était aux prises avec ça depuis C'est ça, qu'il a été élu la première fois. En fait, depuis qu'il est élu. Lorsqu'il a été élu en 2009, la première fois, il ne faut pas oublier que l'usine ici avait fermé. Tu me diras qu'il ne se présentait pas à la mairie de Dolbeau-Mistassini, mais l'impact de l'usine sur tout le territoire de la MRC était réel et majeur. Donc, lui-même avait dû composer avec ça. Depuis, effectivement, son élection en 2009, c'est un des dossiers sur lesquels il est appelé à assurer, à être aussi le chien de garde du milieu et des travailleurs qui œuvrent dans le milieu de la forêt pour démontrer qu'on n'est pas des tueurs nécessairement d'arbres dans le milieu, même si... on était dépeints souvent comme ça. Oui, c'est ça. Il y a ça. Il y a aussi... c'est sûr que ce sont des idées il n'est pas le seul à les avoir mis de l'avant, mais il a été là pour les appuyer et appuyer les gens qui le faisaient. Je te parle entre autres du lien intégrateur. Oui. OK? C'est quand même une des idées sur lesquelles il a consacré beaucoup de temps pour parler, pour pouvoir faire en sorte que ça puisse se réaliser. Et c'est en train de se réaliser. Et ça peut devenir un élément attractif au niveau touristique, à tout le moins hivernal et aussi estival en raison du fait que ça va être admissible au quad. Donc, c'est un autre des gros projets sur lesquels il a été. Il y en a d'autres, parce qu'il y a plein de projets qui n'ont pas abouti, mais on peut parler du pont Tracé. C'est ça, le pont Tracé. Il a été là, et il est encore là, pour les piloter et être derrière les promoteurs quand ce n'était pas lui directement qui avait eu ou qui pistait l'idée, mais à tout le moins, il était là pour non seulement être en appui, mais faire l'ensemble des démarches. C'est un peu ce qu'on demande à un élu, surtout à un élu plein temps. Je me souviendrai tout le temps quand le préfet, qui est le dernier préfet, entre guillemets, élu par ses pairs, nommé M. Goulet, avait dit que quand il avait quitté le mandat, puis qu'on savait qu'on s'en allait en élection pour un préfet, et il disait, tu sais, quand on est préfet, et que ce que ça demande maintenant pour être présent sur l'ensemble de toutes les tables de concertation régionales, pas juste localement, mais régionalement, ça t'exige tellement de temps que tu ne peux plus faire ça à temps partiel ou à temps perdu, parce que ce n'est pas du temps partiel et ce n'est pas du temps perdu qui est exigé, mais bel et bien du plein temps. Et lui, il se trouvait, on ne savait pas à ce moment-là qui se présenterait, mais il soulignait qu'effectivement, il était heureux de voir qu'on avait pu avancer dans le dossier du préfet élu, parce que ça permet d'avoir un élu politique qui voit et qui représente l'ensemble des intérêts de la MRC. C'est légitime, là. C'est pas, en tout cas, parce qu'on a vu ça dans d'autres MRC, là, j'en nommerai pas, mais oui, c'est devient les guerres de clocher un peu, là, la préfecture, mais là, en tout cas, préfet élu, c'est bon. Y a-tu d'autres gens qui t'ont susurré à l'oreille pour te dire moi, là, en 2017, je me lance, je tente la mairie, je ressollicite un nouveau mandat ou... je pense qu'on peut s'attendre à ce que Dolbeau-Mistassini, je pense qu'on pourrait s'attendre à ce que Richard Hébert se représente. Il n'y a rien à annoncer
à ce moment-ci. Et c'est de bonne guerre. Hein. On est à 1 an de l'élection. Là. Oui, mais OK? on aime ça, on aime Ah, ça. je sais bien, mais on frôle quasiment le patinage. Là. Mais il a fort probablement qu'il devrait être lui aussi sur les rangs pour la prochaine élection. Au niveau de la table du Conseil actuellement, il y a à Dolbeau-Mistassini, j'entends, il y a certains échevins qui, sans annoncer, laissent transparaître que peut-être qu'ils ne se représenteraient plus. OK? Mais j'ai malheureusement pas de nom là, C'est correct, c'est correct. très officiel à te dire. Je respecte ça. Moi, j'ai toujours voulu allaiter, mais quand j'ai commencé à allaiter, je me suis rendu compte que c'était pas aussi facile que je pensais. Mais un coup que notre rythme a été pris, j'ai trouvé ça très facilitant, puis ça a été un bel accomplissement pour moi. C'est important de se respecter là-dedans, d'être à l'écoute de soi, de se sentir bien. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des marraines d'allaitement pour ceux qui désirent avoir plus de soutien, du soutien supplémentaire. Être papa avec une conjointe qui allaite, c'est pas toujours évident. C'est sûr que c'est un rôle de soutien. Parfois, tu te sens impuissant, comme quand ta conjointe est fatiguée ou ton bébé pleure, mais ce qui est important, c'est d'être là, c'est d'avoir une oreille attentive puis de l'encourager là-dedans. Ce qui m'a permis de poursuivre mon allaitement, c'est ma persévérance. C'est ça qui m'a aidée. Ensuite, il y a ma famille qui m'a supportée là-dedans et mon chum aussi qui m'a beaucoup encouragée. Mon nom est Ezekiel Adogli, je suis originaire du Togo et je suis informaticien programmeur à Saint-Félicien. Nous avons choisi la région pour plusieurs raisons. Nous voulions un environnement sécuritaire et moins stressant pour notre petit garçon. Mais surtout, lorsque nous sommes arrivés à Saint-Félicien, on s'est senti très à l'aise dès le début. C'était le coup de foudre, c'était le coup de foudre. De la région, ce qu'on aime le plus, c'est surtout la qualité de vie, aussi la proximité des services, mais surtout, c'est les gens. Porte ouverte sur le lac a été là dès le début. Dès que nous sommes arrivés, ils nous ont accueillis. Et pour les premières démarches d'intégration, ils ont été là pour toutes les démarches avec nous. Encore aujourd'hui, bien qu'on soit déjà établi, Porte ouverte est encore à nos côtés. On peut toujours aller les voir. Ici, c'est possible d'immigrer.
Qu'est-ce que tu veux avoir? Banane. Tu veux une banane? Oui. Un petit morceau de banane. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oui. Beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Banane. Encore une banane? Je voudrais que tu nous parles aussi de développement collectif Maria Chapdelaine. Oui. Tu as fait un éditorial Oui. là-dessus. Ben, cette semaine. j'en ai glissé un mot tout à l'heure. Tu sais, le fait d'utiliser... Moi, il y a deux choses qui m'intéressaient là-dessus. On utilise les profits réalisés par l'exploitation de bleuetières. D'ailleurs, la MRC a ramassé ces bleuetières-là parce qu'elle est la gestionnaire des terres, les terres intramunicipales, Ouais. et que, comme gestionnaire, c'était des gens qui avaient parti des bleuetières pas dans un cadre légal. OK. Alors, ils les ont récoltés, ils les ont ramassés, mais comme le travail avait été un peu fait, là, ils se sont dit, puis le préfet racontait justement un peu comment c'était arrivé, ils se sont dit, bon, la MRC ne peut pas exploiter de bleuetière directement. Donc, on va créer un organisme qui va faire en sorte qu'on va pouvoir opérer ces bleuetières-là. Il y a 4 bleuetières sur le territoire, 2 à Périboca, une à Albanel, et puis l'autre de mémoire, je pense que c'était Saint-Augustin. On va opérer donc ces bleuetières-là, et comme on va les opérer, il va se dégager des profits et on va utiliser ça dans le cadre de la politique sur la pauvreté et l'exclusion sociale pour contrer. Or, on a dit, on va créer, et les profits qui seraient réalisés s'en iront à la corporation de développement, pas à la corporation de développement communautaire, mais au fonds de développement Maria Chapdelaine. collectif Maria Chapdelaine. Or, cette société-là a été menée. Ce qui était intéressant de voir, donc, je te disais 2 points. Un, on vient de trouver une source de revenus pour aider et supporter des organismes qui œuvrent pour contrer la pauvreté. Et l'autre point, c'est qu'on utilise une expertise qui s'est développée dans la MRC, qui est l'exploitation de bleuetières, à des fins, justement, de cela, et d'assurer, donc, le développement de ce savoir-faire-là au profit de l'enrichissement collectif. Moi, c'est ça que je trouvais aussi intéressant dans ce cas-là. C'est une bonne idée. Oui, et on est là, fort probablement les seuls au Québec, la seule MRC, et ça, le préfet le soulignait, fort probablement la seule MRC à faire cela, OK, pour aider les gens qui vivent sur ce qu'on appelle le seuil de la pauvreté, et, ou d'autres types de problématiques sociales qu'ils peuvent rencontrer, parce que tu as quand même une 50aine d'organismes communautaires qui œuvrent sur le territoire de Maria Chapdelaine, dont 30 sont membres de la Corporation de développement communautaire, la CDC, et sur ces 30 organismes-là, il y a assurément un vaste champ d'intervention pour aider des personnes dans le besoin. Et ce n'est pas nécessairement peut-être des besoins financiers. Il fallait faire des projets. Entre autres, il y a un des projets à Albanel, OK, c'est la création d'une maison comme Par Ensemble A, ici, la maison de la famille, donc pour pouvoir regrouper dans un ensemble de services qui sont dédiés à la famille et pour aider justement là, les gens qui veulent s'en sortir. Alors, tu comprends que c'est un outil majeur. Oui, ça devient, et c'est plaisant parce que tu disais au début, un petit organisme, des fois, ça ne lui prend pas grand... Ben, tu peux pas... La soupe populaire est allée chercher 7 000 $ cette année pour pouvoir paître des repas aux gens qui en ont besoin. Aux gens qui sont dans le besoin avec le fonds qui leur ont accordé des sous. Alors, c'est une initiative, je pense qu'il faut saluer. Et non seulement il faut saluer, mais c'est à encourager parce que
C'est tout le monde qui Cette gagne. année, ça a bien été, m'a dit, comme le président de la corporation disait, cette année, ça a été le fun, parce que des bleuets, on en a eu. Ouais. OK? Et, passons, il y a peut-être une année où il y a peut-être eu moins de bleuets. Tu vas peut-être avoir moins de profits, et puis c'est les profits qui sont naturellement. Autre point, peut-être aussi intéressant, c'est dans l'exploitation des bleuetières, on cherche à utiliser du personnel qui est en réinsertion sur le marché du travail. OK. Alors, ça représente un plus aussi à ce niveau-là. Que du bon, que du bon. Vive la MRC Mme Chapdelaine. Non, bien là-dessus, hein, Non, mais il moi, faut je trouve, donner à César ce qui appartient à César. Et ce sont des initiatives qui, effectivement, font en sorte qu'on a globalement une meilleure qualité de vie et pour tout le monde. Pas juste pour ceux qui travaillent, entre guillemets, chez Résolu à de bons salaires, là, comme on dit, mais ça permet à tout le monde de pouvoir Si avoir tu droit au diminues la chapitre. pauvreté de l'ensemble, ben, c'est tout le niveau de vie de tout le monde. De tout le monde qui en bénéficie. On va te parler de concombres. Parce que les Serres Toundra, un gros projet dont on a parlé beaucoup, a livré ses premiers concombres cette semaine. Hier. Donc, c'est la phase 1, la phase concombre. Je ne sais pas s'ils vont par nom de légumes pour le Ben, nom des oui, phases. je sais qu'ils ont des projets pour des poivrons aussi Ouais. qu'ils veulent mettre de l'avant. C'est quand même quelque chose d'intéressant pour Et le ce que je milieu. trouve intéressant, c'est que parce qu'on parle pendant des années d'un projet, puis là, il finit par se réaliser, d'avoir le financement, puis là, c'est long, puis il faut construire, puis là, puis à un moment donné, on voit le produit fini, puis là, on sent que ça prend son envol, puis tout ça n'a pas été fait en vain, tu sais. Non, c'est ça. Puis, il ne faut pas oublier, je ne me souviens pas du nombre d'emplois, là, mais c'est quelques emplois qui sont créés par les serres. Et le fait qu'ils alimentent une chaîne d'alimentation au Québec, globalement, tous les IGA Extra, Tradition, puis on a une couple d'autres. Là. Je sais que les concombres étaient pour Sobeys. Oui, c'est ça. Sobeys, c'est la même Sobeys, c'est ça. Excuse-moi, C'est je eux qui connais sont pas tellement les... sont propriétaires de... Je connais pas les des clans IGA. les clans Des d'épicerie, IGA. C'est-à-dire ouais. qu'ici, donc, on va en avoir les concombres anglais que tu vas retrouver chez... au lieu qu'ils te viennent du Mexique, ils doivent en avoir encore qui viennent du Mexique. Mais ils vont venir. Ce ne seront plus de des la concombres serre. anglais, ça va être des concombres félicinois. Félicinois, qui vont être sur les... C'est quand même un bon projet. Il ne faut pas oublier qu'on utilise aussi le chauffage de rebut. Si je peux, mais avant ça, on chauffait l'atmosphère avec. exactement. Là, aujourd'hui, on chauffe des serres. C'est sain, en fait, tu sais, de voir tout Exactement. Tu sais, il y a vraiment là ça s'inscrit dans des projets modernes de développement économique où on tente le plus possible d'utiliser l'ensemble de toutes les ressources d'un même milieu pour la production de biens. C'est pas injuste d'aller chercher, faire un 2x4 puis de l'envoyer. Ben non. Tu sais, c'est pas mal 2x4 puis de Faire le de quoi avec? de le travailler et de l'envoyer. Remarque qu'on aura trop besoin d'envoyer du 2x4. Là. Ouais. Ben, tant que les Américains vont nous le permettre. Oui. On en parle souvent de bois d'œuvre caribou forestier. Je vais sauter parce que je vois le temps avancer et il y a des sujets dont j'aimerais te parler. OK. Toi, tu es un journaliste, tu travailles dans les médias depuis longtemps. Et là, il y a eu une proposition de Radio-Canada cette semaine de dire, écoutez, nous, on est prêts, parce qu'on sait que Radio-Canada se fait beaucoup reprocher par les chaînes privées, de dire, ouais, c'est parce qu'ils se battent pour la même pointe de La même tarte, assiette. la même assiette, pour l'argent des publicitaires. Et là, surprise, Radio-Canada avec une proposition de dire, ben nous, on est prêts à abandonner la publicité, de se concentrer que sur un contenu qui est culturel, qui est local, qui est diversifié, innovateur, mais en échange, on a besoin que vous financiez la société d'État à hauteur de, je pense, c'est 400 millions de plus qui demandent pour l'ensemble du Canada. Là, ça représente, je pense, 35 par personne. OK. C'est ça. Oui, ben moi, Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de tout cet enjeu-là? moi, ce que je me dis là-dessus, c'est que le fait que la société d'État puisse avoir le droit d'aller chercher des revenus de publicité, ça lui assure, dans un certain sens, le développement de la formule. Ce que je veux te dire par là,
c'est que, oui, j'ai un projet novateur que je voudrais mettre de l'avant. J'ai un ensemble de moyens pour le faire. Mais le fait que je suis capable d'aller me chercher des revenus qui proviennent non pas de mon assiette que le gouvernement me donne à tous les ans, mais en surplus, donc ça me permet d'assurer que oui, je vais faire l'expérimentation de ce développement-là et on verra ce qu'il donne. S'il donne quelque chose de bon résultat, le développement, bien, Les publicitaires vont et venir. encore, donc, on va reproduire. Quand tu dis, écoute, toi, on a des projets, on en a en masse, on a des projets, mais on voudrait que ça soit une seule enveloppe, donc, qui la finance, mais qu'elle soit suffisante. Là, tu deviens à la merci d'un seul payeur. Le gouvernement. Exact. Et là, on entend déjà les conservateurs dire, nous, on va démanteler on va en couper dedans. Puis c'est pas juste les conservateurs. Tout politicien qui vont dire, ben, écoute, il me semble qu'on met pas mal trop d'argent là-dedans. Là. On ne jamais trop d'argent dans la culture. Non, mais on va en couper, là, tu comprends? Ça va nous permettre de pouvoir faire autre chose aussi avec cet argent-là. Or, moi, je pense qu'on a une forme de dépendance à l'endroit du gouvernement. Remarque qu'il y a tout un mouvement actuellement aussi où on est en demande par rapport à la presse, plus particulièrement la presse écrite, mais la presse aussi électronique, où là, les propriétaires, en concordance aussi avec le monde syndical et le monde professionnel des journalistes, demandent au gouvernement d'aider les entreprises de presse par une subvention. Oui, amener le virage numérique. Alors, tu comprends, ils se disent, on est en train de changer. Les films de télévision privés, ils sont subventionnés en partie. Là. Oui. Ben oui, c'est ça. On va arrêter de se faire accroire. En plus, quand tu payes ton câble, il y en a une partie qui s'en va pour du financement il y a déjà là, des sources de financement public, mais là, on dit, pour supporter les salles de rédaction, ça nous coûte cher. Ça ne veut pas dire qu'on gagne cher, mais ça nous coûte cher. C'est vrai qu'on gagne pas cher. Ça nous coûte cher, donc on demandera au gouvernement pour nous aider à traverser la crise là, des médias qui existent actuellement avec tout, d'aider à ça. Tu sais, c'est un peu le message, un peu le même message que Radio-Canada envoie en disant au gouvernement. Sauf que là, on devient, il ne faut pas oublier que là, on va devenir dépendant de la volonté d'individus qui n'ont pas nécessairement la fine connaissance du monde des médias et qui va dire, écoute, là, c'est pas 400 millions qu'on va lui donner. On lui donne un Oui, bien, c'est des gens qui analysent des colonnes de chiffres. Ils vont dire, on donne ça, mais ils savent. En général, ils n'ont aucune idée de comment ça fonctionne, une télévision. Exact. Tu comprends? Moi, je pense qu'on devient... je ne suis pas capable de dire que c'est mauvais ou bon, là. Ouais. Mais ce que je me dis, c'est que j'aurais à tout le moins des craintes de me fier à une seule source de financement. Avant de dire que je me retire du financement privé qui origine de publicistes, je me réserverais un petit chèque. Ou du moins, je signerais pour 40 à 50 ans. Avec une bonne entente. Avec une bonne entente. Je voulais te parler aussi, on n'a pas parlé, mais je voulais avoir ton avis là-dessus. Sondage sondage politique qui mettait, toujours le Parti libéral en avance. Là, on pourra reparler des scandales. Cette semaine, c'est la Société immobilière du Québec, mais on dirait qu'à chaque semaine, son scandale chez les libéraux. Puis, c'est pas que je les en veux, là, ça sort comme ça. Et, toujours en avance dans les intentions de vote. Et on voit que la CAQ a fait une belle remontée et dépasserait maintenant le PQ dans les intentions de vote, même si, normalement, avec l'élection d'un nouveau chef, il y a comme un effet de lune de miel qui est là. Puis là, on dirait qu'elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Au PQ, à la CAQ, avec les libéraux, dans l'électorat, qu'est-ce qui se passe? Avant de répondre à la question, j'ai un problème. C'est parce que je suis rendu que je me fie quasiment plus au sondage. Oh, mais c'est correct. Hein? Non, mais tu comprends? Mais dans le sens où... Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, on en parlait la dernière fois. Il y a quoi de vrai ou de fondamental dans ça? Je ne le sais pas. Partons du principe qu'il
il y a un fondamental qui est là et que Mais le le Parti sondage québécois est un outil, là. Moi, j'ai Ouais. fait mon cours de sondage politique avec Vincent Lemieux, qui est une Ouais, sommité au qui Québec, était et qui une disait toujours l'affaire avec laquelle on peut le moins se fier, c'est un sondage politique. Oui. Non, mais Ouais. c'est ça. Tu sais, tu demandes à quelqu'un pour qui tu vas voter. C'est facile de dire le contraire de ce que tu penses. Oui, Puis, c'est ça. Puis maintenant, ça avec les devient marges ta- d'erreur, bon, on a des sondages non probabilistes parce qu'on utilise soit Internet ou le taux de... Tu sais, bon, il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Maintenant, si ça s'avère vrai, tous Ouais, ces c'est ça. résultats-là, OK, c'est là-dessus qu'il faut partir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'effectivement, il y a, au niveau du Parti québécois, le fait de vouloir mettre en sourdine, souveraineté. pour l'instant, la question de l'accession à l'indépendance, de le mettre dans le temps et non pas immédiatement, on n'a pas encore d'effet sur ça dans l'électorat. Peut-être que, on va voir à l'Élysée. Si l'Élysée fait vraiment un discours pour pouvoir enlever les libéraux et prendre le pouvoir avec un programme qui est plus fédéraliste que séparatiste. le beau risque. Oui, dans un certain sens. Bien là, on va peut-être voir des changements. Mais actuellement, tout porte à croire que ce discours-là, on attend de voir. Puis c'est peut-être pour ça qu'on a dit, la CAQ Mais la CAQ aussi, elle se positionne à toutes les semaines aussi. Oui, attendre de surfer, tenter C'est de ça, surfer là, sur l'élection de il Trump. s'agit là. de voir, c'est ça. Maintenant, ça dénote peut-être aussi le fait que, on a peut-être une certaine lassitude des libéraux. OK? Ah ouais? Non, Mais tu surtout, comprends, en fait, c'est ça. de ça, la constante d'augmenter. impression qu'il y a un scandale au coin de la rue. C'est là. ça. Or, ça dénote peut-être que, oui, le Parti québécois en perd, la CAQ en gagne, mais au total, ils en ont peut-être plus que ce que les libéraux avaient avant. Bien, tout le temps. Là, en OK, fait. alors, Ça, tu comprends? C'est un vice de notre système politique. Il y a ce phénomène-là. Les partis on sont n'est élus peut-être avec pas positionné. 30-35 des voix. Là. On n'est peut-être pas positionné, mais on est en train de se positionner pour en éliminer un à court terme. Moi, je pense que ça peut peut-être se dire comme ça. Maintenant, Parce que ça, c'est un autre problème. Là. Je veux dire, quand les sondages font grand portrait des élections, 34 des votes, ça veut quand même dire qu'il y a 65 du monde au Québec qui ne veulent pas, puis tu vas gagner une élection. Puis avec notre système majoritaire, bien, c'est des semi-dictatures, dans le sens que pendant 5 ans, on ne peut absolument rien faire contre ces gouvernements-là. C'est un peu troublant. Là. Il y a le fait aussi que ça va faire quoi, 12 ans que le Parti libéral est au pouvoir? Depuis si on enlève le court laps de temps là, de Mme Marois, là, ça va faire 12 ans. 12 ans que c'est le même parti qui est au pouvoir. Peut-être pas tout à fait avec les mêmes acteurs, mais pas presque. mal les mêmes acteurs, ouais. Or, à un moment donné, je pense qu'on aux États-Unis, après 4 ans, après 8 ans, ils changent assurément. 4 ans, mais 8 ans maximum. Alors, peut-être qu'on est sur le bord aussi de se dire, on va peut-être en essayer l'un deux autres, mais on essaie de les voir aller. On essaie de les voir aller. Et je pense que l'Élysée a le devoir de démontrer l'idée qu'il met de l'avant, de vouloir prendre le pouvoir et non pas de faire immédiatement la souveraineté du Québec ou l'indépendance du Québec, à tout le moins, de dire voilà ce que nous allons faire. Je pense que les gens vont peut-être être un petit peu plus à l'écoute là-dessus. Super. Bien, maintenant, je t'amène pour nous parler, tant qu'à parler de démocratie, parlons maintenant de dictature. Je t'amène avec la mort d'un des grands personnages du 20e siècle, Fidel Castro, qui a mené la révolution cubaine à la fin des années 50, puis qui a tenu en fait un régime communiste à quelques centaines de kilomètres des États-Unis sur l'île de Cuba, et qui est décédé cette semaine. Là, on entend plein de choses. Il y a des gens qui l'ont aimé, il y a des gens qui ne l'ont pas aimé. Il y a des gens qui l'aiment pour des affaires qu'il n'aime pas pour d'autres. Tu sais,
c'est particulier, là, parce que moi, j'entendais des phrases comme ouais, c'est un dictateur, il a tué plein de monde, il a servi sa population, puis en même temps, c'est des gens qui s'en vont à Cuba, d'un tout compris, 3 fois par année. Fait là, tu participes un peu au problème, mon gars. Oui, là. oui. Non, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, on va se dire les affaires. Après ça, Justin Trudeau qui est allé la semaine dernière, d'ailleurs, à Cuba. On sait que Fidel Castro avait des liens assez étroits avec son père, que Fidel Castro s'était même déplacé au Canada lors de la mort de Pierre-Éliott Trudeau. Là, se faire reprocher d'avoir été pas complaisant, mais un peu trop amical. Oui, il a été amical. Et ça reste que c'est un dictateur, là. Oui, c'est ça. Il est allé... je pense qu'on lui-même l'a reconnu, en faisant une autre déclaration. Mon bon chum fidèle. En faisant une autre déclaration le lendemain. Il avait reconnu qu'il était allé peut-être plus sentimental que politique dans son message. Le gars, il a été, quand moi j'étais aux études, Oh, jadis? il y a de cela un certain temps, c'était avec Che Guevara, un des gars que nous, on admirait. Ouais. OK, on est dans cette génération-là. Vous l'admiriez, pourquoi? Parce que il nous disait, et leur discours a été quand même mis en pratique en bonne partie, là. C'était comment s'affirmer et s'affirmer sans qu'on soit avec une dictature économique capitaliste. Ouais. Et ça nous plaisait, de voir qu'il y avait autre chose, pas nécessairement un communisme, mais qu'il y avait un socialisme, une social-démocratie possible, OK? Et qu'on avait peut-être avant. Bon, enlevons le fait que c'était des... j'allais dire des terroristes, des révolutionnaires armés. Ouais. Enlevons ce phénomène-là. Il reste que leur discours allait au-delà des pays dans lesquels ils étaient. Puis Che Guevara était Toute l'idée le de tiers-monde révolutionnaire. aussi. Exactement. Tu sais, c'était pour eux autres, c'était peut-être une des seules façons de s'affranchir d'une présence politique qui était plus dominante et colonialiste qu'autre chose. Mais si je reviens à Fidel Castro a quand même été dans son pays, et ceci malgré des contraintes économiques épouvantables imposées par l'Ouest et les États-Unis, nous-mêmes aussi au début, on a contribué à cela. Il a réussi, non pas à rendre son peuple plus riche, mais à donner à son peuple la propriété collective. OK? C'est sûr que là, c'est le dirigeant politique qui devient peut-être un peu plus propriétaire, mais il a donc quand même donné collectivement les ressources, l'économie. Les soins de santé. À son peuple. Oui, c'est ça. Et il a été... au niveau de l'éducation, tout le monde reconnaisse que le régime, disons communiste, ou le régime castriste, a amené chez la population quand même un élément au niveau de l'éducation. Tout le monde le reconnaît. Là, par contre, c'est aussi celui qui a accepté qu'il y ait des missiles assez proches des États-Unis sur son territoire. Ça... C'était pas son meilleur mot. Bon, je pense qu'avait... Avait-il le choix? Oui, ça, c'est une autre affaire. Avait-il Faut pas oublier que durant cette période-là de la guerre froide, là, quand tu déclarais régime communiste, c'est pas toi qui décidais. Là. Non. Comme encore aujourd'hui, les États-Unis dictent beaucoup de choses. Exactement, sur le plan l'occidental, exactement. Les valeurs occidentales. Tu sais, la démocratie, il faut que tu la comprennes comme les Américains la comprennent. Puis entre toi puis la boîte à beurre. Les Américains qui les ont fait dernières partie, élections, là... c'est pas rien que ça. C'est que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont été de tous les conflits dans le monde. Et l'Occident a tué entre 80 et 100 millions de personnes depuis la Deuxième Guerre mondiale au nom de la liberté et de la démocratie.
Je veux dire, sauf que ben, la propagande néolibéraliste fonctionne beaucoup mieux que la propagande communiste. Oui. Non, mais puis ça ne justifie pas, en fait, la dictature de Castro. Là. En fait, pas la dictature individuelle. Par contre, il ne faut jamais oublier que ce gars-là mettait de l'avant la dictature du prolétariat, qui, elle, est d'origine de notre ami Lénine et de notre grand copain Karl Marx. Ouais. OK? Là, on fait de l'histoire un peu, là. Mais ces régimes-là, pour être capables de s'implanter, ont dû effectivement mettre de l'avant ce qu'on a appelé une dictature du prolétariat, mais qui est devenue très personnalisée, que ce soit par Lénine, Staline. Staline, c'était un régime totalitaire. Khrouchtchev, exact. Et à l'extrême aussi. C'est sûr que là, ça nous conduit là-dessus rapidement. Mais de là, aller dire que c'est drôle. J'aurais tendance à croire, avec ce qu'on a pu voir de lui et connaître de lui, on n'était pas des intimes, là, toi et moi, mais je pense que oui, c'était un dictateur, mais un dictateur qui avait dans son esprit la volonté de vouloir faire profiter de l'avancement à son peuple. OK? On peut penser à des noms, à des maires. Ah, OK. J'aime mieux pas nommer de nom. OK. Mais tu comprends, je pense que ça allait dans ce sens-là. Et c'est de cette façon-là qu'il a, de la part des gens qui l'ont et appuyé et côtoyé et qui n'ont pas voté pour lui parce qu'il ne les a pas donné la chance, mais qui a bénéficié quand même là, d'un certain aura. En tout cas, un grand bonhomme qui aura laissé personne indifférent. Non. Qui a été quand même régné pendant longtemps sur l'île de Cuba. On va voir, parce que là, Trump dit que l'ouverture que les États-Unis avaient faite avec Obama, il va canceller ça. Peut-être que c'est le Canada qui va en profiter. D'ailleurs, les Canadiens, nous sommes le pays qui profite le plus de l'île de Cuba, avec 100 000 personnes qui s'y rendent par année. Chaque année. Là-dessus, merci beaucoup, Jules, d'avoir été des nôtres. C'est bien. Merci à vous aussi d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une dernière édition de Qu'en pensez-vous avant Noël. La semaine prochaine, on va parler du temps des fêtes, sûrement. Je ne peux pas croire qu'on n'en parlera pas. Merci. Bonne semaine.